19 degrés, le mur, il ne va pas monter au-delà naturellement. Et on n'a toujours pas isolé. Et là, d'un coup, les thermiciens sont marins parce qu'ils disent mais et le R, bah oui, on est mauvais. Mais par contre, on est dans le confort, on ne consomme pas. Tu voudrais qu'on fasse quoi? Ah bah oui, mais on n'est pas bon dans le calcul. La deuxième source de chauffage dans une pièce, bah, c'est nous. Donc pour l'amélioration, on a deux choix possibles pour améliorer thermiquement. Non pas forcément pour réguler les fuites de chaleur. L'important n'est pas tant de savoir si on va perdre beaucoup ou pas de chaleur. C'est ennuyeux quand on en perd trop, mais vous avez des murs corrects hein, au niveau de l'épaisseur. Donc ça tient la route. Et qui ont une inertie extrêmement importante. Et contrairement à ce que nous disent les thermiciens, qui nous disent toujours que, en fait, eux, si le mur fait 1 mètre d'épais, ou fait 20 cm ou 2 mètres, c'est un cylindre pour eux, hein, la fuite. Non, en fait, c'est pas un cylindre, c'est un cône. Et c'est ce qu'on appelle l'amortissement de l'onde de chaleur. Donc la chaleur, au fur et à mesure qu'on l'émet, beaucoup de transferts se fait par rayonnement. Le rayonnement, on en a parlé un petit peu ce matin, mais on en reparle. Hein. Donc c'est un rayon lumineux, non visible à l'œil, mais qui est quand même là. C'est les infrarouges, c'est ça qui nous intéresse. Ce rayonnement, donc comment sait-on ce qui émet et jusqu'où ça va? Eh bien, tout ce qui est au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire au-delà de moins 273 degrés Celsius, donc ce qui est couramment dans la vie ici, dans l'Ardèche, émet du rayonnement. Hein. Alors, selon le type de matière, ça en émet plus ou moins, mais la température du matériau a une influence également sur son niveau d'émission. Et après, donc, lorsque ce rayonnement est arrêté, il se dissipe sous forme de chaleur. C'est comme ça qu'on se chauffe en mettant la main au soleil ou face à un feu. On arrête le rayonnement, on capte son énergie, elle se diffuse sous forme de chaleur. Cette chaleur, qu'est-ce qu'elle devient? Et c'est ça la grande question. C'est pas d'imaginer que si on avait un cylindre d'1 mètre, il est l'équivalent d'un cylindre de 10 cm ou d'un cylindre de 2 mètres, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on va l'appeler calorie. C'est faux d'appeler ça une calorie, mais on va l'appeler comme ça par simplification. Chaque calorie ne peut être qu'en un endroit en même temps. Les dons d'ubiquité, elles n'ont pas plus que nous. Et donc, quand on arrête contre un matériau, soit ce matériau garde, soit il renvoie. Le fait qu'il renvoie, c'est ce qu'on appelle l'effusivité. Donc, s'il renvoie, il a une bonne effusivité. Et à ce moment-là, le rayonnement, il va être renvoyé. Et si on a la chance d'être en face, on va le recapter. Et nous, on perd environ 60% de notre chaleur corporelle par émission de rayonnement. Et si on peut regagner du rayonnement, eh bien, on est plus dans le confort. C'est pour ça que, par exemple, on disait autrefois que des radiateurs en fonte, c'est beaucoup plus efficace que des radiateurs en tôle. Parce qu'effectivement, on a un meilleur rayonnement, on a plus de masse, etc. Donc, c'est plus confortable. À chaleur d'eau qui passe dedans, à surface équivalente, etc. C'est plus confortable. Indéniablement, on ne peut pas dire le contraire. Et unanimement, les gens qui vendent du chauffage disent il vaut mieux miser sur un appareil qui chauffe par rayonnement. Donc ça, on l'a admis. Hein. Et donc, ce qu'on a admis pour ce qui chauffe, on ne l'admet pas pour ce qui, quelque part, nous renvoie de la chaleur. Donc, est aussi un système de chauffage, que sont donc les éléments, les parois, les parements, les meubles, etc., qui sont là. Et donc, lorsqu'on est en un point, si on prend une lampe, on l'allume, on se tourne, on va vers le haut, le bas, etc. Tout ce qu'on peut éclairer directement avec notre rayon de notre lampe, eh bien, on interagit avec au niveau des rayonnements. Si on lui en envoie, et il nous en renvoie. Tout émet du rayonnement, sauf que dans l'ordre d'émission, plus le matériau est chaud, plus l'élément est chaud, plus il émet. Et dans une pièce, dans un habitat, ce qui émet en premier, ce sont bien évidemment soit le poêle, soit le radiateur, soit le plancher chauffant, soit le mur rayonnant, etc. Bref, l'élément chauffant, hein, qui peut être à 35, 40, 45, 48 degrés, c'est rarement plus chaud que ça, parce qu'après ça devient dangereux. Ça peut monter à 50, mais bon, c'est rare qu'on monte au-dessus quand même.
Après, si on a besoin de plus, on augmente la surface pour avoir plus de surface rayonnante, tout simplement. Et donc, la deuxième source de chauffage dans une pièce, ben, c'est nous. Parce que notre température de surface, c'est 28. Et 28 parce que nous, on est une petite chaudière. Hein, pour ça qu'on mange. Hein, qu'on mange plus gras l'hiver que l'été, parce qu'on a besoin d'un carburant plus performant, hein, tout simplement. Hein. Et donc, le fait qu'on soit la deuxième source de chaleur, c'est pour ça qu'on émet plus, on émet beaucoup. Et donc, on perd énormément par ce biais-là. Et il faut que l'on en recapte. Et plus l'élément auquel on est exposé monte en température, plus il va pouvoir nous en renvoyer. Plus il émet de rayonnement, plus il va pouvoir nous en renvoyer. Et ça, c'est basé sur deux qualités, dont personne ne cause quasiment jamais. C'est la diffusivité, qui est la capacité d'un matériau à capter de la chaleur et à la garder. Mais contrairement à la conduction qui dit qu'une calorie, elle est là et elle traverse relativement rapidement, la diffusivité, c'est la capacité qu'a un matériau à capter la chaleur du rayonnement qu'il a arrêté et à la garder du côté d'où elle est arrivée. Donc l'hiver vers l'intérieur et l'été vers l'extérieur. Et notre calorie qui est là, tant qu'on n'est pas monté au-delà de la température de l'air ambiant, ou au moins jusqu'à la température de l'air ambiant, puisque on vit, en général, on dit, bon, on devrait vivre à 19 degrés, c'est la température légale maximale, etc., etc. Donc, 19 degrés, le mur, il ne va pas monter au-delà naturellement. Après, il va même monter à 19 degrés, c'est quasiment pas possible. Parce que, malgré tout, on a quand même un peu de fuite qui s'organise. Donc, si on a 19 degrés dans l'air ambiant, eh bien, au moment où le mur, éventuellement, parce qu'il capte, dit, moi je pourrais monter à 20, ben non, parce qu'on va chauffer l'air. Hein. Et donc, la nature a horreur des déséquilibres. Donc, on réémet dans l'air, hein, on réchauffe l'air. Et donc, cette diffusivité, malgré tout, elle retient des calories jusqu'à saturation pour toute la frange qui part de l'intérieur à aller vers l'extérieur, et ce, aussi longtemps qu'elle n'a pas atteint la température de l'air intérieur. Donc, cette calorie, bah, ok, il en part, mais très lentement. Et ça, c'est important. C'est pas important de savoir simplement qu'il y a une fuite, de savoir qu'est-ce qu'on en a fait avant d'avoir la fuite. Et la diffusivité permet de faire monter la paroi en température, et l'effusivité permet de vous renvoyer directement le rayonnement, très rapidement. Donc, il faut corriger thermiquement la transmission au travers du mur via quelque chose qu'on va appeler un correcteur thermique, qui va avoir une bonne diffusivité, c'est-à-dire une valeur très basse. Plus elle est basse, meilleure elle est. Et donc, cette diffusivité va nous faire monter la température intérieure de notre paroi. Et si dessus, on a la bonne idée de mettre un enduit lourd qui, lui, va avoir une bonne effusivité, lui, il va monter à la température du matériau, parce que lui aussi, il a quelques fuites. Mais ces fuites, elles vont être excessivement ralenties quand on va toucher le matériau. Hein. Dans l'ordre, on a notre mur, je sais, si, tiens, on va prendre ça. Voilà, on va faire avec ce qu'on a, hein, mais on a plein de choses. Hein. Voilà, ça ne fonctionne plus. Hein. Voilà, ça. Ça. Ah, bon, ça c'est le plus épais, c'est notre mur. Voilà. Je mets contre mon mur, ici, un matériau correcteur de diffusivité, correcteur thermique. Donc là, je vais ralentir la fuite de chaleur. Je suis ici à l'intérieur. Hein, et donc ici, petit à petit, ça va monter en température. Mais ça continue à migrer là. Et je vais mettre ici un matériau qui va être le parement final, qui va faire 2 ou 3 cm d'épais, qui a une effusivité la meilleure possible, c'est-à-dire que lui, il renvoie la chaleur, il renvoie le rayonnement. Et il va en renvoyer d'autant plus qu'il sera d'autant plus chaud. Et il sera d'autant plus chaud que derrière, je lui ai d'abord mis un matériau à excellente diffusivité. Et là, on entre dans le confort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de fuite. Oui. Ça veut dire qu'on sera dans le confort en ayant besoin de chauffer peu. Et moins je fais monter ma cloison en température, moins
j'ai besoin d'en renvoyer dedans. Et donc, on arrive à avoir un confort à une température moindre et en chauffant peu. Et on n'a toujours pas isolé. Et là, d'un coup, les thermiciens sont marrés parce qu'ils disent mais et le R, bah oui, on est mauvais. Mais par contre, on est dans le confort, on ne consomme pas. Tu voudrais qu'on fasse quoi? Ah bah oui, mais on n'est pas bon dans le calcul. Voilà, c'est ce qu'on entend. Donc, ça, on s'en fout un peu. Alors, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, et je l'ai énormément, nous l'avons énormément pratiqué. Et juste, je ne sais pas si vous allez après vous dire ce que c'est, l'illustrer avec voilà, justement les matériaux, la pierre. Voilà, ouais. Mais pour le moment, on reste dans la théorie encore. Ouais, elle veut tout savoir, Jeanne. Hein. Vous avez raison. Donc, l'autre possibilité, on a notre mur en pierre. On va mettre ici un isolant qui, lui, va fonctionner sur le lambda, c'est-à-dire la capacité qu'il va avoir à ralentir la transmission de chaleur, mais par contre, en règle générale, plus le lambda est bas, meilleur il est. Hein. Donc, pour avoir une classification en tant que matériau isolant, le lambda c'est 0,060. Hein. Donc, on va prendre une laine de bois, une ouate de cellulose, une laine de lin, une laine de chanvre, c'est entre 0,038 et 0,040. Une laine de verre de très bonne qualité, ça va être, enfin de qualité correcte, ça va être 0,032. Une très bonne qualité, ça va être 0,028. Un polystyrène, ça va être 0,026. Et un polyuréthane, on peut descendre de 0,023, 0,022. Et c'est vrai que chaque fois, on a vraiment un gain considérable. Il ne faut pas se voiler la face. Les plus performants de tous sont les polystyrènes et les polyuréthanes. Dans cet ordre dans ce mode de fonctionnement du lambda. Hein. Et donc, le problème, c'est que pour avoir un bon, plus le matériau est performant en lambda, souvent plus il est léger. C'est un fait, c'est comme ça, on n'est pas rien, hein. C'est ainsi. Et surtout, plus il est bon en lambda, compte tenu que la seule cible que nous donnent les thermiciens, les autorités, c'est R4, R6, R8, etc., que ce R, c'est une cible théorique à atteindre. Voilà, on a pris une valeur comme ça, on a dit R. Hein, et c'est une combinaison de l'épaisseur de l'isolant avec son lambda qui nous permet d'atteindre un R déterminé. Et donc, quand le lambda est très faible, et donc, enfin très bas en chiffres, donc très haut en performance, hein, on va avoir besoin de mettre moins d'épaisseur. Hein, donc, on va être comme ça. Voilà. Et si on est comme ça, et qu'on a un matériau qui a peu de densité, et après, on a aussi ce qu'on appelle, là, c'est un cours de magistral que je vais faire, mais c'est bien de comprendre. C'est 10 minutes. Après, vous avez compris, on n'en parle plus. Et après, plus personne ne pourra vous vendre autre chose que ce que je pense on va finir par vous conseiller. Hein. Mais, donc, c'est la chaleur spécifique qui est importante. Je vous disais tout à l'heure, une calorie ne peut être qu'en un endroit en même temps. La chaleur spécifique, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de matière, exprimé en joules. Et donc, la chaleur spécifique du béton, de la silice, du verre, tout ce qui est minéral, quelque chose près, c'est, on va se donner une fourchette large entre 800 et 900. Mais on va dire le verre, c'est environ 850. Donc, vous prenez 1 kg de verre, 850 joules dessous, vous lui faites gagner 1 Kelvin. Vous prenez du bois, ça va de 1800 à 2000. Donc, vous voyez, c'est 2 fois et demi plus important. 1 kg de bois, 1800 à 2000 joules. Et si vous prenez 1 kg de polystyrène ou de polyuréthane, c'est environ 1300 joules. Alors, on a donc un matériau, si on part sur de la laine de verre, on va dire la laine de verre, on va mettre une épaisseur moyenne, on va mettre comme ça. Donc, on a une épaisseur qui est encore significative, mais on a une chaleur spécifique qui n'est pas du tout. Et comme la chaleur spécifique, c'est le moment où on a suffisamment chargé pour que la calorie elle aille plus loin, elle va migrer très vite, hein, si on revient à la diffusivité. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas espérer une montée en température intéressante à l'intérieur. En plus de ça, souvent, on adjoint ça, on leur met un placo qui n'est pas bon, parce qu'il n'est pas assez dense, il n'est pas assez épais, etc. Voilà. Enfin, il n'est pas bon, il n'est pas terrible. Hein. Si on met un polyuréthane, on en met encore moins épais. On a une chaleur spécifique plus importante, mais on a peu d'épaisseur.
et on a peu de poids. Donc, on n'a pas de grosse capacité à ralentir le flux. Et si on met une laine de bois, on en met plus épais, une boîte de cellulose. On a donc aussi plus de chaleur spécifique et on a une densité au kilo qui va être supérieure. Un polystyrène, polyuréthane, ça va être 40 km3. Une laine de verre en panneau, c'est 30, 35, 38 km3. En vrac, c'est 6, 8, 10 km3. Donc, vous voyez, c'est très peu. Une laine de bois, on va tourner couramment à 60 km3. Donc, on met plus épais d'un matériau qui est plus dense et qui a plus de chaleur spécifique. Autant vous dire que pour la performance thermique, là on a vraiment un gain considérable. Donc, c'est pour ça que moi, j'oriente systématiquement aujourd'hui, et Dieu sait que ensemble, on a fait des quantités de chantier, on a fait de la ouate de cellulose projetée humide, on adorait ça. Enfin, moi, j'adorais ça. Les gens sont très heureux, parce que ça a une chaleur spécifique importante, parce qu'on en mettait relativement épais, parce que ça gère bien la migration de la vapeur d'eau, et parce que nous, on mettait déjà un pare-vapeur en continu pour bien réguler, pour bien étanchéifier, etc. Donc, nos clients sont contents. Mais aujourd'hui, si j'étais encore artisan, je ferais de la correction thermique. Alors, qu'est-ce qu'une correction thermique? Je vous disais, on a un gros paquet cadeau pour vous. La correction thermique, ça se fait soi-même. Et ça se fait avec, alors je ne sais pas si votre terre ici conviendra, mais très souvent, ça se fait avec la terre qu'on a sous les pieds. Pas la végétale, parce qu'il y a trop de matière organique dedans, etc. Elle n'est pas adaptée à ça. Mais ce qui est entre la végétale et la roche-mère, et là, il faut regarder ce qu'on a comme terre. Et cette terre-là, très souvent, eh bien, elle est parfaitement adaptée à servir de liant. Et je pense que ça semble être. Ça semble. Voilà. Et donc, ça, vous le mélangez avec de la paille. Vous achetez 2 ou 3 grosses bottes de paille. Vous mélangez. Vous faites un banchage, qu'on appelle, c'est-à-dire que vous achetez des coffrages en bois, ces espèces de planches jaunes là, relativement hautes, etc. Donc, que vous mettez à 10 cm environ de votre mur. Vous remplissez ça avec de la terre paille. Vous avez votre correcteur thermique. Vous voyez le prix de la fourniture, ça va. Vous mettez une lisse au sol d'abord pour faire les 10 cm comme ça. Voilà. Vous vissez ça tranquille, ça vous fait votre pige en quelque sorte. Et les branches devant, et allons-y. On tasse. Et on tasse. Et donc, alors on a une spécialiste là-dedans qui est Pascal Devoucou, qui est collègue habitologue, qui fait partie du staff de formation, et qui, elle, organise des stages, elle assure des stages. Vous pouvez faire ici, chez vous, un stage, par exemple. Alentour, vous faites savoir que voilà, vous allez organiser un stage où il y a quelqu'un, une formatrice qui connaît bien le truc. Il y en a peut-être d'autres plus près, je ne sais pas. Moi, je vous cite celle-ci parce que je la connais, qui viendra former. Et vous avez des gens qui viennent pendant 2 jours ou 3 jours, ils apprennent à faire. Déjà, ils vont rentrer chez eux avec un savoir, en vrai, parce que transmis par une professionnelle. Vous, ils vous auront fait avancer votre chantier et vous aurez appris. Et donc, chaque soir, on décoffre, on a fini une hauteur, on décoffre le lendemain matin et on remonte. Et donc, quand on veut monter, si vous voulez, on a le mur qui est là. Donc, on met effectivement une lisse en bas. On met ici. Alors, il faut que le mur soit relativement plan. Donc, il faudra quand même rattraper, redresser. Il n'a pas besoin d'être d'une planéité absolue. Il faut qu'on évite les joints qui soient trop déformés, puisque on a dit que pour qu'un mur fonctionne bien, il faut qu'on ait une continuité de tous les matériaux qui composent le mur. Et donc, lorsque vous avez des pierres apparentes avec des joints, en creux ou autre, on ne peut pas espérer avoir une continuité vraiment efficace. Donc, la première des choses à faire, c'est remettre un peu tout ça à peu près plan. À peu près, parce que à peu près que vous ayez sur 1 mètre, 1 centimètre ou 2 de plus ou de moins, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est pas que sur 10 cm, vous ayez 0, moins 4, plus 6, moins 2, là, ça ne suivra pas. Ça, c'est pas possible. Mais que vous ayez des vagues, alors là, ça, c'est pas un problème. Donc, on redresse avec un enduit chaud, sable. Donc, un mortier, tout bête.
on le taloche un peu, grossièrement, hein, vraiment. Et après, vous avez votre lisse qui a été mise en bas, qui vous donne la première épaisseur. Là, vous mettez 2 ou 3 chevilles que vous fixez dans votre mur. Vous y mettez des vis et vous alignez avec votre lisse basse. Vous arrivez avec votre banche, elle est prise contre la lisse basse et contre les vis. Vous lui remettez 2 ou 3 vis au milieu pour la tenir en place. Vous faites votre remplissage de banchage. Vous dévissez vos vis. Vous enlevez votre banche. Vous dévissez vos vis qui sont là, on n'a aucune raison de les garder. On remet des vis plus haut. Et on vient en appui sur le banchage sur ce qu'on a posé la veille. On appuie sur les vis du haut. Et ainsi de suite, et on monte. Donc le coffrage ne reste pas à terme. Ah non. Voilà. Tous les jours, on change. Hein, Et on monte. et on monte. Et on monte. Et au bout du temps nécessaire pour qu'on ait une prise, donc on revient au flux du canon, hein, le temps de la prise, qui peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Bon, Pascal n'aime pas travailler l'hiver parce qu'effectivement, ça ne tire pas. Hein. Donc, bon, on sait qu'il y a certaines périodes où on ne peut pas. Hein. Mais une fois que la prise est faite, on reprend de la terre du jardin, pas de la végétale, à nouveau, vraiment la terre qui convient. On la tamise, on fait un enduit avec, qu'on remet dessus, et on finit avec un enduit fin de 2 ou 3 mm, toujours avec la même terre, et qu'on tamise plus fin. On fait la couche de finition, donc on a 3 couches. On a la couche enfin on en a même 4, parce qu'on a ce qui va le chaussable qui nous permet de redresser ou qui sert de goupille d'accroche. On a notre correcteur thermique, terre paille. On a notre corps d'enduit terre de 3 cm, des fois à 5-6 parce qu'on va voir qu'on peut chauffer avec. Et on a notre terre de finition qui fait quelques millimètres. Et c'est fini. Et vous laissez dans la couleur dans laquelle c'est. Et normalement, la terre a la couleur qui convient pour être en harmonie avec la pierre locale. Parce que tout ça a vécu ensemble. Et donc, vous n'avez même pas besoin de faire de la déco. Alors après, si pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez changer, bah, vous faites un lavis de chaux avec je ne sais quel pigment dedans, et puis voilà, vous faites du bleu comme vous avez là. Bon, si vous voulez faire du bleu, il faudra peut-être plusieurs couches, parce que le lavis, ça couvre pas le beaucoup. bleu, on n'était pas plus que ça. C'est pas, après... Voilà. Mais du coup, donc l'épaisseur totale par rapport au mur en pierre, ça représentera à peu près combien 12, 14. Ouais. Vous allez avoir 10, on va dire en gros, hein, 10 de correcteur, 12 et demi avec le corps d'enduit, 13 avec la finition à la louche. Maintenant, si vous voulez chauffer, puisqu'il faut aussi parler du chauffage,